Voilà, c'est pour ça que c'est parfois une partie, deux parties, trois parties du cours. Alors, premier point. Donc, sur ces paragraphes 6 et 7, Rosan-Vallon consacre alors 2 paragraphes au discours et prise de parole du député français Sieyès. Alors, j'oserais dire, il consacre 2 paragraphes au discours et prise de parole du grand député Sieyès, qui d'ailleurs était lui aussi, comme Fouché, un abbé. Et allez lire sur Internet, c'est un personnage important. Ce qu'il faut en savoir, c'est que c'était plutôt un modéré. Ce qu'il faut en savoir aussi, c'est que c'est un des rares députés qui ait survécu à la terreur, c'est-à-dire qui n'ait pas été guillotiné. Donc, tout en étant modéré, ce qui est quand même, ça veut dire qu'il était quand même assez malin pour échapper à la, effectivement, à la guillotine de Robespierre et à cette radicalité qu'a prise justement la démocratie française dans son histoire politique à un moment donné. Et puis surtout, et ça peut vous intéresser, il est l'auteur d'un texte que les historiens, évidemment, ont lu et apprécient, qui s'intitule, un petit texte qui s'appelle « Qu'est-ce que le tiers-État ?» Qu'est-ce que le tiers-État ? Et qui est assez intéressant quand on travaille sur la construction des classes sociales en France, entre l'Ancien Régime et le Nouveau Régime, etc. Alors, du coup, vous aviez raison de le citer, et ça vous a pris pas mal de mots, c'était ça qui était compliqué. Des fois, il y a des choses, on se dit, je suis obligée de parler de Sieyès et ça va me faire perdre je ne sais pas combien de mots, mais je pense que c'était important de le faire. Après, il s'agissait de voir finalement ce qu'il y avait à en dire. Alors, d'où le deuxième point. Sieyès, il est pour Rosan-Vallon exemplaire sur l'ambiguïté du système représentatif. Il est emblématique et ses discours sont emblématiques. Donc il est exemplaire sur l'ambiguïté du système représentatif, dont il dit que ce système est parfaitement adapté à la division du travail moderne. En gros, c'est ça qu'il fallait retenir. Donc pour lui, le système représentatif est parfaitement adapté à la division du travail moderne, c'est-à-dire qu'au fond, le représentant politique exercerait un métier comme un autre. Le représentant politique exercerait un métier comme un autre, et la politique serait un métier. Troisième point, à partir de là, ce que nous dit Rosan-Vallon, c'est qu'il généralise son propos. C'est que de manière générale, dit-il, les députés français ont oscillation, donc ils ont oscillé entre ces deux conceptions de la démocratie. Ils ont oscillé entre ces deux conceptions de la démocratie, démocratie populaire, démocratie élitiste. Le terme du texte que vous pouviez réemployer à condition qu'il n'y ait pas trop de paraphrases, c'était le terme d'aristocratique. Démocratie aristocratique, avec donc son élite dirigeante placée au-dessus du peuple. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Rosan-Vallon nous dit que la plupart des députés, en fait, soutiennent les deux conceptions à la fois, hésitent véritablement entre les deux conceptions. Donc ça, on n'oppose pas deux camps, mais c'est une opposition qui se fait dans la tête de chaque député. Il y a vraiment une hésitation de ces premiers grands démocrates
de ces premiers grands députés français démocrates entre ces deux conceptions. D'où le quatrième et dernier point, c'est que Rosanvallon note que les constituants vont réaffirmer la souveraineté du peuple. Donc ils vont réaffirmer le principe rousseauiste de la souveraineté du peuple indivisible et inaliénable, hein, comme on dit. Donc souveraineté du peuple indivisible, on ne peut pas diviser le peuple, et on ne peut pas dans le peuple considérer qu'il y a les gens d'en bas et les gens d'en haut. Donc le peuple est indivisible et inaliénable parce que eh bien, le peuple doit exercer cette souveraineté. Donc on ne peut pas l'exercer à sa place. Donc il réaffirme ce principe de la souveraineté populaire indivisible et inaliénable, mais finalement sans se prononcer clairement sur le statut concret du pouvoir du peuple. Donc, j'en déduis au niveau du plan que Rosanvallon présente le cas français au travers de l'histoire politique et institutionnelle, à travers les discours tenus à l'Assemblée, illustrant les ambiguïtés de l'idéal démocratique. Et j'en déduis donc qu'il y aurait peut-être dans cette deuxième partie une première sous-partie qui serait finalement la présentation de l'ambiguïté démocratique dans l'histoire politique. Paragraphes 6 et 16. Alors d'où la reformulation immédiate. Dans les longs débats de la première Assemblée constituante de 1789, émerge cette dualité, jamais vraiment éclaircie, entre une version populaire de la démocratie et une version aristocratique, autour de la nécessité d'une élite politique. Les discours de Sieyès sont emblématiques de cette confusion, lui qui considère, entre autres, que le système représentatif, qui fait du représentant un spécialiste politique, est parfaitement adapté à une société moderne fondée sur la division sociale du travail. Si les constituants finiront par réaffirmer le principe rousseauiste du pouvoir indivisible et inaliénable du peuple, ils ne clarifieront jamais le statut théorique ou pratique de ce pouvoir. Je passe aux paragraphes 9, 10 et 11, qui vont terminer la présentation dans la deuxième partie de la démocratie française. 5 points que j'ai notés, moi, sur ces 3 paragraphes. Alors, moi, je vous ai vraiment réécrit, en fait, les choses comme je les ai faites. Et vous voyez que ce que vous pouvez noter, c'est qu'on passe plus de temps sur le début du texte, parce qu'on ne comprend encore pas bien de quoi il est question, on n'a pas lu la suite, puis après il y a un phénomène d'accélération en fait. On voit mieux de quoi il est question, et donc si vous voulez c'est tout à fait logique que ça se passe comme ça, et je ne voulais pas refaire quelque chose d'artificiel, je voulais vraiment vous noter en fait comment ça s'est passé moi quand j'ai lu le texte et quand je me suis mise dans les conditions dans lesquelles vous êtes, pour le travailler. Alors, 5 points. D'abord, là, il y avait une transition absolument fondamentale. Ça fait la grande différence entre vous, parce que certains l'ont très bien vu, d'autres ne l'ont pas vu du tout. Mais, donc, premier point, la démocratie, nous dit finalement Rosanvallon, la démocratie, ce n'est pas seulement un régime politique. La démocratie, ce n'est pas seulement un régime politique, c'est aussi un type de société, un certain type de société. Et ne perdez pas ça de vue, s'il vous plaît, si vous avez un sujet sur la démocratie. Ne vous limitez jamais à l'idée que la démocratie, ce serait un certain régime politique. Ayez toujours en tête que la démocratie, c'est à la fois un idéal
et des régimes politiques divers et variés qui ont essayé de réaliser cet idéal. Donc il y a déjà cette première distinction, à mon avis, sur le concept de démocratie. Et je vous ai donné hier une définition qui, pour moi, est, sur n'importe quel sujet, elle est forte, quoi. C'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple, cette très belle définition d'Abraham Lincoln. Et puis, il y a une deuxième distinction à faire dans la définition de la démocratie. C'est cette distinction entre la démocratie comme simplement fonctionnement politique et institutionnel, et puis la démocratie comme modèle social. Modèle social, type de société donné. Eh bien, Rosan-Vallon, toujours dans ce premier point, évoque alors l'expression de cette ambiguïté démocratique, puisque tout le texte vise à finalement nous dire que le problème de la démocratie, c'est le problème de son ambiguïté au niveau même de son essence. Donc il évoque l'expression de cette ambiguïté de la démocratie dans la vie et dans la société démocratique, et pas seulement dans les institutions politiques. Donc dans la vie et dans la société démocratique. Et ce qu'il nous dit, pour finir ce premier point, ce qu'il nous dit, c'est que, eh bien, sur ce plan-là, l'ambiguïté s'exprime et se renforce, puisqu'il va y avoir une dialectique, histoire philosophique, histoire politique, histoire sociale. Il va y avoir une dialectique, donc ça va jouer dans les deux sens, enfin, dans les deux sens de ces trois termes. Vous avez finalement une espèce de triangle démocratique dans ce texte-là. L'idéal, les principes, l'histoire philosophique de la démocratie, les institutions politiques, l'histoire politique, et puis la vie sociale, la vie des gens, en fait, dans la société démocratique. Donc, cette ambiguïté, elle va à la fois s'exprimer et se renforcer au travers de sentiments, au travers d'émotions. Donc lui, ce qui retient de la vie sociale, ça va d'ailleurs nous occuper l'année prochaine, puisqu'il n'est pas le seul à essayer de comprendre la vie sociale à travers les émotions, en fait, les sentiments que les gens ont en société. On verra des sociologues, comme par exemple Eva Illouz, qui s'est totalement a consacré, malheureusement elle est morte prématurément d'un cancer, mais elle a consacré tout son travail sociologique sur les sentiments en sociologie, c'est-à-dire l'expression des sentiments en société, et en particulier elle a écrit plusieurs textes sur la question de l'amour comme sentiment social. Et donc on essaiera de regarder ça, parce qu'il y a une référence à mon sens qui sera assez originale par rapport aux références classiques. Donc elle s'exprime à travers des sentiments et des émotions, et principalement, nous dit ici Rosan-Vallon, principalement de deux craintes ou de deux peurs opposées. Bon, là, il y a eu des contresens par certains qui n'ont pas vu que Rosan-Vallon opposait finalement que cette ambiguïté, elle allait se traduire à travers deux craintes qui elles-mêmes étaient en opposition, qui elles-mêmes étaient en contradiction. D'où deuxième point. Tout d'abord, la première crainte, c'est la peur, ce qu'il appelle la peur de la tyrannie, entre guillemets. La peur de la tyrannie. C'est-à-dire la peur de la tyrannie que pourraient exercer les représentants. Donc la peur de la tyrannie que pourraient exercer les représentants
en confisquant le pouvoir populaire. En confisquant le pouvoir populaire. Et donc c'est la peur française, spécifiquement française, puisque justement il nous montrera que cette peur n'existe pas dans la vie sociale américaine, c'est la peur du retour du pouvoir monarchique. C'est ça la peur de la tyrannie, c'est la peur du retour de la monarchie absolue, que les Américains ne pouvaient évidemment pas ressentir, puisque les Américains n'ont pas vécu la monarchie. Alors ils ont été colonisés par la monarchie britannique, et ils ont pris leur indépendance vis-à-vis de la couronne britannique. Mais, si vous voulez, ils n'ont pas eu un régime monarchique sur le sol américain. Troisième point, à ce propos, Rosan-Vallon note les formules saisissantes de l'abbé Fauchet, F-A-U-C-H-E-T, qui est beaucoup moins connu que Sieyès, tout en étant lui aussi abbé, montrant cette hiérarchisation de la société, qui, selon lui, devrait pourtant être égalitaire. Mais, quatrième point, il y a aussi la peur inverse. Il y a aussi la peur inverse, on le voit bien d'ailleurs, et on l'a bien vu il y a 2 ans avec le mouvement des Gilets jaunes, puisqu'on a vu réapparaître cette peur terrible, qui est la peur du pouvoir du peuple, la peur du pouvoir, d'un pouvoir du peuple qui amènerait au désordre et à l'anarchie. La peur donc de l'anarchie. Alors vous allez me dire, c'est une autre forme de tyrannie, et vous aurez raison, mais n'empêche que dans le texte, la tyrannie était rattachée clairement par Rosan-Vallon au risque de despotisme et au risque monarchique de l'élite, alors que quand il parle du pouvoir populaire, il le voit plutôt comme un pouvoir avec des risques de violence, de débordement, de soulèvement, voilà, et donc de ce qu'on appelle vulgairement l'anarchie, qu'il ne faut évidemment jamais confondre avec l'anarchisme en tant que doctrine politique. Dernier point, Rosan-Vallon tire la conséquence. Il tire la conséquence de la présence de ces deux peurs dans la vie sociale démocratique, et vous voyez que ces deux peurs, elles nous agitent encore, nous, aujourd'hui, peuple démocratique. Il note l'impact de ces sentiments sur l'idée même de la démocratie. Donc il note l'impact de ces sentiments sur l'idée même de la démocratie. Donc il fallait bien voir, et c'était compliqué parce que certains ont essayé d'exprimer ça, qu'il y avait à la fois l'idée que ces sentiments expriment l'ambiguïté démocratique, mais en même temps que ces sentiments, en fait, ont un rôle quasiment de causalité, c'est-à-dire qu'ils finalement ont des conséquences sur l'idée même de la démocratie. Et Rosan-Vallon en déduit alors qu'il y a une dialectique, finalement, qu'il y a là une dialectique, c'est-à-dire qu'il faut reconnaître une seule et même histoire unifiée, qu'il faut reconnaître une seule et même histoire de la démocratie, à la fois philosophique, politique et sociale, donc à la fois philosophique, politique et sociale, et que cette histoire unifiée sur ces trois plans que vous retrouvez finalement dans la structure du texte, inscrit la démocratie dans un clivage
inscrit la démocratie dans un clivage profond entre ceux qui la jugent dangereuse, clivage profond entre ceux qui la jugent dangereuse parce que facteur de désordre, et ceux qui la voient en quelque sorte morte-née, déjà morte alors qu'elle vient à peine de naître, hein, mort-née, mais avec sa confiscation du pouvoir du peuple par les élites politiques. Donc ceux qui la voient mort-née à cause donc de la confiscation du pouvoir du peuple par les élites politiques. Eh bien donc le plan est clair. Dans cette deuxième partie, vous aviez bien deux sous-parties, l'ambiguïté démocratique dans l'histoire politique et l'ambiguïté démocratique dans l'histoire sociale de la France démocratique. D'où la reformulation, mais la démocratie n'est pas seulement une théorie et un régime politique, c'est aussi une manière de vivre en société. Le flou de sa définition se retrouve dans les représentations et les pratiques sociales des individus, elles aussi très clivées. En effet, la société civile est traversée par deux peurs contradictoires sur l'évolution de la démocratie, celle de la tyrannie, entre guillemets, avec la confiscation, entre guillemets, du pouvoir par l'élite, et celle de l'anarchie, entre guillemets, avec une expression violente du pouvoir populaire. Ainsi, le même clivage se retrouve dans les faits et dans les idées. Et donc, on en arrive à la fin du texte, avec les paragraphes 12, 13, 14, que je regroupe, qui étaient beaucoup moins problématiques. Et donc là, je vais développer 6 points assez rapidement. Et puis, il y avait, je pensais quand même toujours à la possibilité d'une conclusion, parce que c'est quand même assez rare qu'en contraction, on vous donne un texte où il n'y ait pas matière à conclusion, même si parfois c'est un peu artificiel. Et je sais que quand je lis les rapports de jury, que en fait les jurys sont souvent très très attentifs à ce genre de détails et que finalement ça peut vraiment coûter assez cher, même à une très bonne contraction, un très bon résumé, parce que tout simplement la conclusion n'a pas été suffisamment mise en valeur, vous voyez. Et là, il y a quelque chose aussi chez les profs de lettres qui corrigent cette épreuve. Il y a vraiment cette idée qu'on va mettre les meilleures notes à ceux qui ont tenu jusqu'au bout, qui ont été vraiment, qui ont réussi à tenir jusqu'au bout. Ça veut dire ils ont tenu le temps et ils ont lu attentivement le texte jusqu'au bout. Et c'est pour ça qu'il faut, je ne sais pas comment vous procédez en fait, parce qu'on est tous un peu différents dans nos façons de faire aussi, et qu'il faut que vous ayez des façons de faire qui vous conviennent et qui marchent pour vous. Et bon, donc il faut adapter, mais moi je pense que reformuler, c'est vraiment quelque chose de très important au fur et à mesure. Et donc il faut le faire, pas trop souvent, mais vous voyez que dès que je vois qu'il y a une partie qui se boucle, hein, ou une sous-partie qui se boucle, je me dis là, il faut que je m'arrête et il faut que je reformule en fait. Alors, voilà, j'arrête, je reprends.